Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous, en compagnie, comme à toutes les semaines, de Jean Gounel et Sidney Faux pour un épisode où on va jaser du CF Montréal qui est toujours invaincu après 3 matchs en MLS. On va parler de la Ligue des champions en CONCACAF et en Europe, ou est-ce qu'on devrait dire en Angleterre, parce que c'est deux clubs anglais qui vont se retrouver en grande finale de Ligue des champions de l'UEFA. Et on répondra en fin de show, comme c'est le cas toutes les semaines, à vos questions posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Ça, ce sera pour notre segment Sujet chaud. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine? Ça va, merci, Très bien, toi? merci. Ça va très bien. Ça va très bien. Tu sais, le printemps, je ne sais pas trop si on l'attend, on est dedans, on l'a passé. D'une semaine à l'autre, j'ai l'impression qu'on fait 2 pas en avant, 4 pas en arrière, un petit pas de côté. Mais là, aujourd'hui, parce qu'on enregistre le jeudi matin, c'est un beau soleil à l'extérieur. Donc oui, ça va très, très bien. Un peu d'ailleurs, puis on va sauter dans le vif du sujet avec notre segment à domicile, un peu comme Wilfried Nancy, qui a fait match nul lors de ses 2 dernières sorties. Un match nul, le plus récent, ça, c'était face au Crew de Columbus la fin de semaine dernière. On reste un peu sur notre appétit parce que Columbus a mis quoi? 70 minutes à enregistrer son premier tir cadré. Du côté de Montréal, on a été plus efficace pour se créer des occasions, mais on ne l'a pas été pour les conclure. Reste que au bout de 3 matchs, tu as une victoire, 2 matchs nuls. Des matchs nuls contre des équipes solides quand même. Nashville, il y a 2 semaines. Le Crew de Columbus, champion en titre de MLS Cup le week-end dernier. Ce qu'on retient, c'est que du dernier match, Sid, on a joué avec un seul véritable milieu défensif, en l'occurrence Victor Wanyama. Pour la première fois en... Écoute, je le répète à chaque fois là, parce que ça me fait encore sourciller. Pour la première fois en 95 matchs de MLS, Samuel Piette était disponible, mais a été laissé de côté, a été placé sur le banc. Est-ce que tu vois ça comme un modus operandi à partir de maintenant? Un seul milieu défensif, donc soit Piette, soit Wanyama? Non, je pense pas que ce sera un modus operandi, mais c'est maintenant une nouvelle corde qu'on peut dire pour Wilfried Nancy, parce que effectivement, il y a des configurations de match où on pourrait avoir que Piet ou que Wanyama, et à côté un joueur plus type 8, comme on a vu Sedic dans la première partie du match, et comme on a vu Hamdi, qui a très bien pris d'ailleurs le rôle. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que on ose chez Wilfried Nancy. 95 matchs consécutifs pour Samuel Piette, ça prouve la confiance qu'il avait de ses coachs. Ça prouve aussi peut-être un manque de profondeur. Mais je pense que on voit que du côté du coach, on n'a pas peur de faire des changements. Effectivement, il n'était pas à 100% Samuel Piette, mais il a quand même reconnu que c'était aussi tactique son choix. Donc c'est intéressant. Et puis la défense a réussi à faire un blanchissage, ce qui du côté du CF Montréal remonte à des lunes. Donc il faut souligner l'ajustement qui a été fait entre les 2 matchs, car défensivement, je pense que ça a été l'un des débats qu'on avait eu la semaine passée. C'était assez inquiétant ce qu'on avait pu voir face à Nashville. Sid, je veux juste entendre là-dessus aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour la suite, Victor Wanyama, là, de mémoire, il faudrait que je revoie. Là, il y a un contrat jusqu'à la fin de l'année. Il doit avoir une option pour l'année prochaine. Là, j'y vais vraiment de mémoire. Je n'ai pas vérifié avant l'émission de ce matin. Mais à quelque part, de voir Wanyama seul, sans Piette qui est là pour l'épauler, puis à l'inverse, de voir Piette peut-être des fois seul, sans Wanyama pour l'épauler, ça va devenir un élément de mesure intéressant, pas juste pour Wilfried Nancy à court terme, mais pour Olivier Renard, si éventuellement Piette est à peu près aussi bon que Wanyama, d'un point de vue salarial, puis dépenses, ça pourrait jouer à la faveur de Piette. À l'inverse, si Wanyama s'impose, puis il devient vraiment le rock qu'on attend depuis le début de la saison 2020, bien là, ça pourrait vouloir dire le contraire pour Samuel Piette, qui pourrait plus souvent qu'autrement se ramasser sur le banc, chose qui lui arrive jamais depuis son arrivée à Montréal en 2017.
Dans tous les cas, il y aura besoin d'un numéro 6, un deuxième numéro 6, que ce soit en cas de départ de Wanyama ou que ce soit en cas d'un Samuel Piette qu'on trouve suffisamment, dont le retour sur investissement est suffisamment élevé. Ça prend un joueur de ce profil-là pour être seul numéro 6. Donc, c'est bien qu'il y ait une forme de concurrence, même si je crois que lorsque les ailiers seront de retour, on verra des 4-2-3-1. Mais là, pour l'instant, la configuration ne permet pas forcément de pouvoir enfin, on peut se permettre de jouer avec un seul 6, mais je pense que sur le futur, contre les équipes qui seront peut-être sur papier meilleures ou plus en possession du ballon, on voudra avoir ce schéma à deux défenseurs, à deux milieux défensifs. Ouais, beau lapsus, je l'aime Oui, celui-là. bon lapsus. On, on s'en va, Vu leur Jean, profil. on s'en va sur une période où là, les matchs arrivent plus vite. Jean, on joue 3 matchs au cours de la prochaine semaine. C'est là où cette fameuse profondeur qu'on louange depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le camp d'entraînement en fait, mais on a vu sur les 3 premiers matchs que c'était pas de la foutaise. Là, il y a vraiment une profondeur plus intéressante et ça va devenir crucial à quelque part pour Wilfried Nancy de la mettre à profit et aussi important pour lui, cette période-là, pour vraiment découvrir ce que son équipe a dans le ventre. Parce que des matchs qui viennent aussi vite que ça, là, tout d'un coup, ça peut être un autre visage qu'on découvre chez ses troupes. Oui, on rentre clairement dans un autre volet de la saison. Tu peux, généralement, ta saison, tu peux la couper en petits morceaux comme ça. Tes premiers matchs vont te servir à voir un petit peu si tous les principes de jeu ont commencé à rentrer. Comme Wilfried Nancy a fait, souvent tu vois des équipes qui vont commencer leurs 2-3 premiers matchs sensiblement avec le même 11 de départ et puis petit à petit évoluer soit en fonction des demandes physiques, soit en fonction des demandes tactiques. Et puis petit à petit, tu vois effectivement à quel point les équipes sont capables d'aller chercher autre chose. Le débat sur Samuel Piette en fait partie d'ailleurs et sur la disposition, disons, générale autour. Rappelle-toi, Thierry Henry là, a commencé à le faire l'année dernière, puisqu'il y a eu tout un débat justement sur ce qui était demandé à Samuel Piette à un moment dans la saison où il a commencé à faire évoluer son rôle, son jeu, et à même se projeter un peu plus vers l'avant. Donc, ça reste dans une certaine continuité. Pour en revenir à l'équipe, effectivement, on voit des choses pas mal, on voit des choses. Tu vois, regarde, il y a là maintenant, on a 2 joueurs qui sont des nouveaux qui sont arrivés durant l'intersaison en défense. Tu vois que Miller et Estruna, ça va pas mal du tout. Donc, jusqu'à un certain point, l'absence de Bings, pour l'instant, elle est assumée, elle est assimilée, je dirais. Ce sera un plus quand il arrivera, c'est certain. Au milieu, tu vois que c'est, je dis, bon, on l'avait vu l'année dernière, il rentre sans problème. Tu vois que Mihailovic, ça va, ça va, ça va même bien pour l'instant. Tu as dit, il a donné satisfaction très nettement quand il est rentré. Donc oui, effectivement, devant, on a vu surtout Kyoto. Johnson est rentré à plusieurs reprises. Otado, c'était vraiment son premier moment solide et ça a été intéressant aussi. Moi, je retiens un truc contre Nashville. Je suis pas trop stat tout le temps, mais on compte quoi 20, 21, 22 tirs combien de tirs contre Nashville? Même si c'est C'est pas un chiffre de complètement fou. abouti, C'est même ça. si, à mon avis, il y a un débat au niveau des attaques passées, etc. Ça, on fera avancer. Mais c'est quand même quoi? Donc, sur ces plus de 20 tirs, 10 joueurs différents tirés. OK? Je pense que c'est pas mal, ça. Et à toutes les positions. Hein, qu'il s'agisse de Kisa, qu'il s'agisse de Camacho à un tir enregistré, Wanyama. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Ça veut dire qu'il y a, par rapport au premier match où on voyait surtout un système de jeu qui semblait se répéter énormément sur les côtés, vitesse et sur les côtés, il y a quelque chose qui avance et c'est quelque chose qui va, à mon avis, prendre corps. Plus on fera tourner, plus l'effectif va avoir du temps de jeu d'une façon générale. Et les 5 remplacements, tu vas voir qu'ils vont commencer à avoir du corps, avoir vraiment un rôle. La question m'a été posée, Sid, à la radio cette semaine, à savoir la plus grande satisfaction pour Wilfried Nancy en ce début de saison-là, ce serait quoi? Puis le réflexe que j'ai eu, c'est, je présume qu'il n'y a pas eu beaucoup de conversations avec le staff après un match où tu te dis, hey, lui, puis lui, puis lui, ils l'ont-tu échappé un peu, cette rencontre-là? Je le sais que Joel Waterman n'a pas été extraordinaire sur le premier match, Struna non plus.
sur le deuxième. Clément Bahia, pour moi, ça a été une entrée quand même assez difficile en cours de match la fin de semaine dernière. Mais, tu sais, un gars qui est en train de complètement passer ou des gars qui passent complètement à côté de leur début de saison ou qui semblent juste pas prêts à démarrer la saison, j'ai l'impression qu'il y en a moins que d'habitude. D'abord, est-ce que je me trompe? Puis, est-ce que tu en as, toi, des gars où tu te dis, ouais, c'est une. Jusqu'à maintenant, là, on est à côté de la traque? Non, parce que je donne le bénéfice du doute. Il y en a qui ont eu des préparations très tronquées, l'échantillon de Aussi. match est faible. Donc, même s'il y a des joueurs qui sont peut-être en deçà des attentes que je pouvais avoir sur papier, je peux pas leur en tenir rigueur. Mais à l'inverse, je pense que du côté de Miller et Mihajlovic, d'avoir deux joueurs nouveaux dans l'effectif et qui, je pense, quasiment unanimement font partie maintenant des titulaires qu'on aurait sur nos feuilles de match lorsqu'on compose le 11 partant. Ça, c'est une très très belle satisfaction et c'est pas rien. C'est le témoignage du travail d'Olivier Renard durant l'entre-saison et je pense que c'est aussi encourageant parce que les autres aussi ont quand même apporté un petit peu, peut-être moins que Miller et Mihajlovic, mais on a quand même vu des choses intéressantes, justement de Hurtado. Jean parlait tantôt de Hamdi, mais Hamdi, c'était tellement fort ce qu'il a montré en 20 minutes que s'il a ce niveau-là, il sera MVP de la saison. Mais donc il faut se désenflammer malheureusement. Mais globalement un très bon travail qui a été fait de la part d'Olivier Renard et de Wilfried Nancy d'avoir su bien intégrer ces joueurs, les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Il y en a qui ça a pris des discussions, d'autres ça a pris des ajustements au niveau des positionnements. Il y a eu beaucoup de confiance aussi. Je dois donner les clés du jeu à Mihajlovic. C'est de la confiance. On peut se dire ça reste un jeune joueur. Donc c'est très 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 encourageant. Mais pour revenir sur tes propos, Lee, la profondeur va être testée. Vancouver, Atlanta dans leur stade plein, si j'ai bien lu, et ainsi que Miami, qui sera sûrement une équipe du même niveau que CF Montréal pour se battre pour les places en série. Si à la fin de ces 3 matchs, tu as encore 5 points, je pense que tu peux être assez confiant pour la suite des choses, même si, bon, on sait toujours qu'une saison, c'est long. Là, juste pour être certain, tu as encore 5 points de plus que ce que tu as présentement. T'as pas. Non, mais Oui, c'est de ça que tu plus. dis pour Oui. vrai. Non, Donc, effectivement. tu es rendu à 10. T'es rendu à C'est 10. ça? OK. Juste pour être clair, parce que la mathématique a du sens des deux. Je te trouvais très satisfait pour un gars qui Non, non. allait rentrer à la maison avec 3 défaites de suite. Commentaire super intéressant, Sid, avant qu'on passe au segment en temps additionnel sur l'arrivée des nouveaux joueurs, parce que c'est vrai, à quelque part, c'est des visages pour lesquels on revient aux fameux Power Rankings. Tu sais, ils étaient bons derniers parce que personne ne savait vraiment ça allait donner quoi sur le terrain, mais à ces nouveaux venus-là, j'ajouterais aussi Mason Toy, parce que c'est juste pas le même Mason Toy que l'année passée. Mustapha Kiza, qui était là, mais qui n'était pas vraiment là l'année passée non plus, qui te permet d'avoir un style beaucoup plus agressif sur les centres dans la surface. Et le dernier, parce que tu as tellement raison de parler des discussions que l'entraîneur a eues avec Mason Toy, mais il y en a un autre aussi que tu as réussi à relancer, et là, on va toucher du bois, c'est Rudy Camacho. Tu lui donnes le rôle de corps arrière dans une défense à 3 qui fonctionne, de manière générale, là, qui fonctionne bien pour le moment. C'est un Camacho transfiguré. C'est pas le gars nerveux de l'année passée qui jouait des bons matchs pendant 89 minutes, puis après ça, il te faisait 1 minute où il l'échappait complètement, puis il te coûtait 2 points, ou voire même les 3 points au complet. Donc, ça, je pense que tu as raison. C'est que non seulement tu n'as pas de grosses déceptions, mais tout le monde a soit élevé son jeu ou dépassé les attentes qu'on avait, les attentes qui étaient peut-être, disons, mitigées en fonction du point de vue qu'on avait. On salue tout le monde à MLS Soccer. On vous trouve divertissant, puis on va vous suivre toute l'année. On y va avec notre segment en temps additionnel, les gars. Jean, Chelsea se retrouve en finale de Ligue des champions de l'UEFA. Ça va être une finale toute anglaise, comme je le disais tout à l'heure, face à Manchester City. Je pense qu'on va s'entendre pour dire que City est favori dans ce match-là. Mais la semaine dernière, on parlait de Thomas Tuchel qui est en train de faire un tour de force. Je pense que là, peu importe le scénario final, c'est pas mal accompli, ce tour de force-là. Tu compares cette génération-là, cette édition-là,
de Chelsea à quelle dans le passé? Ben, ça ressemble beaucoup dans les faits à 2013. Parce que tu vois une équipe qui démarre, tu te rappelles, c'était Villas-Boas qui était là. On attendait beaucoup, on attendait du jeu, un petit peu comme cette année avec Lampard. Et puis, ça a été difficile. Ça a été difficile au point où Villas-Boas est parti, il a été limogé. Et c'est Roberto Di Matteo qui est arrivé. Chelsea, à ce moment-là, s'était qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions parce que, en gros, la phase de groupe, il faut vraiment le vouloir pour ne pas se qualifier quand tu as le niveau de Chelsea. Mais on ne donnait pas grand-chose. Ils avaient un premier tour, un huitième de finale, pardon, contre Naples, où ils étaient pas terribles. Et puis là, Di Matteo arrive, il renverse le tout lors du match retour, et puis ils vont se retrouver en finale alors que personne ne les attendait là. C'est pas mal le cas cette année, effectivement, parce que si tu regardes le Chelsea de l'automne avec Lampard, qui était 9e, 10e au classement, et puis dont on n'attendait pas grand-chose, qu'on voyait rongé aux deux bouts, je dirais, c'est-à-dire pas très bon en attaque et vraiment pas bon derrière. On les voyait vraiment aller nulle part. Et là, il y a une métamorphose, il y a une transformation complètement radicale, que ce soit dans le... Bon, on reparlera du rendement offensif, plutôt. Du rendement offensif qui est certainement pas ce qui est attendu. La qualité offensive, elle est là. Derrière, par contre, c'est beaucoup plus solide, certainement. Donc, on voit une équipe qui il vient d'éliminer Manchester City de la Cup. Ils sont en finale de la Cup contre Leicester. Ils sont pas mal placés pour accrocher une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils la gagnent pas. Ils sont à la lutte avec Liverpool, avec Leicester, avec West Ham. Mais c'est totalement jouable. Alors, comme je te disais, ils étaient 9e il y a 3 mois. Et ils sont en finale de la Ligue des Champions. Donc, effectivement, c'est quand même un énorme succès pour Tuchel qu'on n'attendait pas et qui ressemble vraiment à 2013 où ils avaient sorti le lapin du chapeau, ils avaient battu le Bayern en finale. Ça avait été quelque chose de complètement inattendu, complètement malade. Tantôt, quand j'ai dit que City était favori, Jean, j'ai senti une petite hésitation. Là, tu viens de nous dire qu'ils pourraient se qualifier pour la Ligue des Champions l'an prochain, pas juste avec leur classement en Premier League cette saison, mais en la gagnant. Toi, es-tu en train de mettre un petit 2 sur Chelsea? Ouais. Et honnêtement, jamais j'aurais pensé que j'allais dire fantastique Chelsea, mais j'aime vraiment ce que j'ai vu là. J'aime vraiment ce que j'ai vu et je te dis, il y a beaucoup de critiques sur Havertz, sur le rendement offensif de Werner, bien entendu. Mais Werner, tu regardes son match contre le Real et tu regardes les courses qu'il fait, tu dis ok, tu vas avoir un gars comme ça dans ton équipe parce que il te perturbe sérieusement une défense. Havertz, c'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe. Il doit affiner, mais c'est pas un finisseur naturel. Et tu vois que tu as encore des gars comme Pulisic, comme Ziyech, Mason Mount qui fait une saison où il confirme vraiment qu'il est costaud. Kanté qui, match après match, est devenu encore plus rayonnant, encore plus complet qu'il aurait, si c'est possible, qu'il a été à la grande époque de Leicester ou tout de suite après, lors du titre de Chelsea. Donc, et puis derrière, Aspilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, tu vois que les gars, ils ont tous franchi un niveau incroyable. Donc, je dirais qu'ils sont capables. Ils viennent de battre Chelsea en demi-finale, Manchester City en demi-finale de la Cup. Je pense qu'ils sont capables de le refaire. Je viens d'avoir un petit texto de Jamie Vardy. Jean, tout le monde à Leicester fait dire qu'on est encore dans la belle époque de Leicester. C'est pas terminé. Yeah. On a pour quelques années à en profiter. En face, Sid, les nouveaux propriétaires, bref, le Manchester City de l'ère moderne a débuté en 2008. C'est là que les nouveaux propriétaires sont arrivés, une nouvelle génération. On a revampé le club, écoute, de fond en comble. On a investi massivement. Ceci dit, tu as gagné des trophées depuis ce temps-là, tu as eu des équipes qui étaient hyper performantes, mais dirais-tu que là, c'est la meilleure édition de l'ère moderne de City?
Oui, oui, forcément. Forcément avec les accomplissements, même si ils avaient déjà, réussi à gagner la 1 ligue avec plus de points, mais ce parcours européen, forcément, te fait reconsidérer. Même si je peux te dire que des compagnies, des Yaya Touré, David Silva et Agüero à leur prime, comme on peut le dire en bon anglais, ils sont sûrement titulaires aussi, mais globalement cette équipe-là, est tellement en maîtrise et tellement homogène. Tu sens que enfin le football qu'ils produisent, où ils savent quand accélérer, quand temporiser. Ils sont à la baguette avec deux, trois numéros 10 potentiels sur le terrain en De Bruyne, Silva, le Portugais, et Gundogan. C'est assez impressionnant la façon dont ils jouent les uns pour les autres, avec Mahrez qui est toujours cette étincelle. Et si c'est pas Mahrez, c'en est un autre. Ça va être Sterling. Puis on peut se permettre de se passer de Jesus et d'Aguero. C'est vraiment impressionnant. Et tout en sachant que finalement, même malgré tout ce que je viens de dire, le plus important, c'est que ce City-là, défensivement, surtout, c'est là en fait qu'il est aussi très impressionnant. Ruben Diaz a été l'homme du match. Donc malgré tout, ça reste que l'animation défensive avec un Cancelo qui joue dans un rôle hybride, un peu comme jouait le latéral allemand Philippe Lahm. C'est très fascinant de voir ce qu'a mis en place Pep. Donc oui, il y a eu des très gros talents dans le passé qui ont composé et qui ont permis à City d'arriver là en termes de statut, mais je pense que c'est évidemment la meilleure équipe de l'histoire de Manchester City. La dernière Ligue des champions de Pep Guardiola remonte quand même à 2011. La dernière fois que quelqu'un d'autre que la Juve que la Juve a gagné en Italie, le Scudetto, remonte aussi à 2011. C'est l'Inter là, qui est sacré champion. Antonio Conte, magicien, Jean, ou est-ce que la Juve l'échappe et c'est ça qui fait en sorte que l'Inter va être sacré champion? Oh, il y a forcément un peu de tout. On l'a dit, on en a parlé la semaine dernière. Juventus est clairement en baisse de régime pour un certain nombre aussi bien sur le terrain, avec des problèmes qu'a connu Pirlo, que dans l'organisation même du club, qui, à mon avis, a fait des choix qui sont extrêmement discutables. Pendant ce temps-là, les autres clubs ont commencé à se refaire des plumes financièrement et à se regonfler. C'est là que tu vois qu'il y a un véritable roulement. C'est-à-dire que, oui, tu as l'Inter qui est champion, mais juste derrière, tu as l'Atalanta, tu as Naples, tu as la Lazio qui est revenu, tu as le Milan qui est revenu lui aussi au haut niveau. Donc la Juventus est maintenant revenu l'un parmi d'autres. Pour revenir à l'Inter, oui, Conte, c'était un pari, mais c'était un pari calculé, dans le sens où c'est quelqu'un qui est, tu sais exactement, tu sais à quoi tu t'attends avec Conte. Et c'est assez solide, c'est assez rigide, même s'il est capable lui-même d'évoluer, on l'a vu avec Chelsea. Et il a apporté quelque chose un peu moins fantasque à l'Inter. Il a réussi à tirer le meilleur d'une paire d'attaquants qui est Lukaku, Martinez, qui ont du talent, mais qui aussi sont. Un coup ils sont là, un coup ils sont pas là, tu sais jamais trop bien. Des gars comme ils sont allés chercher Eriksen, voilà, de Tottenham, qui leur a apporté une plus-value, clairement. Des Italiens, des joueurs italiens aussi qu'on découvre, Bonena, Darmian qui était à Manchester United, qui est parti là, Bastoni. Donc il y a vraiment un groupe qui est soudé. Hakimi, voilà, qui était au Real, qui faisait le roulement au Real pendant des années, mais qui n'était jamais vraiment complètement titulaire. Là, il est quasiment, il fait une saison fantastique. Enfin, donc pour dire il a vraiment réussi à monter ce groupe-là et en faire, à, à lui faire réaliser qu'il pouvait être champion et à lui faire totalement voir que c'était possible. Et ils ont atteint un niveau de jeu par moment qui était vraiment impressionnant. Tu vois l'année dernière leur parcours en Europa League, bon, qui était un peu tronqué, c'est vrai, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose déjà dans cette. Oui, et en tout cas, moi, ce qui me fascine toujours, c'est de voir avec des gars aussi intenses. Puis on va parler de José Mourinho parce que tu dis, tu sais ce que tu as
quand tu vas chercher un gars comme Antonio Conte, ouais, tu sais aussi ce que tu as quand tu vas chercher un gars comme José Mourinho. Bref, on va y revenir dans quelques minutes, mais c'est à quel point tu es capable de soutenir ce genre d'intensité-là, ce genre de rigueur-là. Et c'est même pas juste la personnalité, c'est la manière de jouer. Regarde ce qui est arrivé avec Liverpool. Jürgen Klopp, là, on a frappé un mur à quelque part, que ce soit psychologique ou physique cette année. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines saisons et si vraiment on est en train d'écrire un nouveau chapitre ou si rapidement la Juve va être capable de revenir au top de cette Serie A italienne. Sid, avant de répondre aux questions posées par les auditeurs sur Twitter, petit commentaire sur la finale de Ligue des Champions. J'ai pas fait l'exercice, mais je ne sais pas si c'est arrivé souvent qu'un même club ait des représentants en finale de Ligue des Champions, des hommes et des femmes, la même année. Là, tu as Chelsea qui est là avec les hommes, tu as Chelsea qui est là avec les femmes aussi contre le Barça. Ça, il me semble qu'à quelque part, là, tu mets un chapeau de dirigeant de Chelsea. Je comprends qu'on ne navigue pas dans les mêmes univers, mais c'est un gros coup à jouer, surtout du côté des femmes qui peuvent profiter de l'exposure des gars, non? Oui, bon, pour répondre à ta question, c'est la première fois que Ah ça ouais? arrive, qu'en même temps, on est les deux clubs. Le Chelsea qui domine la Première Ligue, je pense qu'il y a un N, le nom exact, je l'ai oublié, mais en tout cas qui domine le championnat anglais féminin, qui ont été champions devant City d'ailleurs, fait partie de de cette petite élite de clubs qui peut être dans cette configuration-là. Il y en a pas beaucoup. Tu peux penser au Bayern, au Paris Saint-Germain, maintenant à Barcelone, Chelsea, City. Les autres, il y a quand même un décalage entre Lyon, ce serait quand même assez ambitieux de les voir en finale, malgré que voilà, ils ont la meilleure équipe féminine. Donc ils font partie d'un petit club, mais c'est pleinement mérité du côté de Chelsea. Ils avaient investi avec Sam Kerr lorsqu'il avait rapatrié des États-Unis. Ils ont quand même un club qui est quand même assez bien bâti, merci. Et je pense que oui, je pense que c'est. Il y a très peu, j'ai partagé une vidéo qui était sur le football colombien où ils ont pris une initiative où ils avaient coupé leur logo en deux. Pourquoi pour montrer que en fait c'est un club. Donc une partie de l'écusson était sur le maillot des garçons, et une autre partie sur le maillot des filles. Ça a créé un buzz énorme en Colombie et ça a permis au championnat colombien féminin de se relancer et d'afficher une finale avec 50 000 personnes qui étaient présentes, et c'était assez hallucinant. Et je pense que ces occasions-là, ces opportunités-là font grandir un club. Chelsea doit vraiment prendre c'est un buzz qu'ils peuvent créer, et ça va donner une énorme visibilité à son programme féminin. Donc ce hasard, hein, parce que finalement le PSG aurait pu avoir cette configuration-là. Ils ont perdu en demi-finale contre le FC Barcelone, après avoir battu Lyon. Je pense que c'est important, c'est très important pour les clubs, ces hasards du calendrier. Jean, peut-être un petit commentaire sur ce match-là qui s'en vient, la finale entre le Barça puis Chelsea du côté des dames? Bah oui, bon, Chelsea, c'est effectivement, comme dit Sid, c'est l'image du nouveau foot tel qu'il est. Ça va être un petit peu la fin de ce que je veux dire, tel qu'il est chez les gars. Barcelone, c'est beaucoup plus. Clairement, Barcelone, ils sont là, ils étaient demi-finalistes l'année dernière, finalistes il y a 2 ans. C'est vraiment, t'as longtemps eu un foot féminin au niveau club dominé par Wolfsburg, Lyon, Francfort. Côté anglais, il y avait Arsenal. Voilà, là, tu arrives à un autre niveau, comme d'ici, il y a le Bayern maintenant qui a dépassé Wolfsburg, Francfort en Allemagne. Tu as le PSG qui rivalise avec lui. Ils ont éliminé Lyon, qui était qu'un triple champion de Ligue des Champions. Donc, on arrive effectivement, du côté de Chelsea, tu as maintenant t'as Sakoussi internationale anglaise, tu as bon, t'as Sam Kerr, qui est clairement le gros coup qui a été réalisé. Attends, excuse-moi, t'as Frank Kirby, tu as Pernilla Harder, t'as une Canadienne, t'as Jessie Fleming, qui est là aussi, qui a du mal parce qu'il y a un milieu de terrain qui est la petite étoile là, dans cette équipe-là, donc c'est pas évident non plus. Mais bon, clairement, tu vois qu'il a investi, c'est solide. Barcelone, il n'y a pas encore l'équivalent de la Masia à Barcelone ou côté féminin, même s'ils veulent à long terme essayer d'arriver à quelque chose. Mais par contre, ils ont recruté, comme c'est solidement le club le mieux structuré au niveau féminin
en Espagne. Jusqu'à présent, c'est réussi à amener les meilleurs joueurs espagnols parce qu'il y a 2 tiers de la sélection espagnole qui est là, avec Hermoso, avec Alexia, plus quelques très très bonnes joueuses internationales comme Ochala, comme Lieke Martens. Donc voilà, là tu as des grands clubs qui commencent à focaliser. Donc on arrive à la même chose que chez les gars. C'est quelques clubs, décident, qui monopolisent un petit peu et on va arriver sensiblement à la même chose. Ça va être difficile de revoir un Wolfsburg en finale de la Ligue des Champions bientôt parce que ça va être Paris, Barcelone, Bayern, Manchester City. Chelsea est en route pour le quadruplé en Angleterre. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Ils sont presque champions. Il leur faut 1 point pour être champion. Ils sont en Coupe d'Angleterre, mais ça, c'est pas encore. Ils doivent être encore en quart de finale. Et donc, en finale de Ligue des Champions, ils peuvent gagner les 4 compétitions. Manchester City est juste derrière et va, à mon avis, être sensiblement du même niveau bientôt. Donc, voilà, on va arriver à la même chose que chez les gars. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est ça qui va faire avancer? Je pense que ça, c'est la question. Je ne dis pas qu'il y a une réponse qui est bonne, mais peut-être qu'on arrive au moment où il faut poser la question. Oui, et là, justement, je sens que tu t'en vas vers une discussion de Super League chez les dames. Fait qu'on va tout de suite arrêter cette conversation-là, Jean, puis on va s'en aller avec nos sujets chauds, si vous le permettez. On va commencer avec toi, c'est de questions posées par David La Victoire. Avec ce nouvel échec en Ligue des Champions, est-ce que le PSG tentera le tout pour attirer les services de Lionel Messi dans l'entre-saison? Puis à l'inverse, est-ce que le PSG sera en mesure de retenir Mbappé et plutôt Neymar? Dans le fond, David est en train de dire, est-ce que c'est all-in d'un côté ou la catastrophe de l'autre qui attend le PSG? Bon, je suis pas dans les petits papiers de Leonardo, mais bien que Messi soit l'exception à la règle, je crois pas forcément que ce soit une bonne idée et que ce soit la meilleure évaluation des chantiers du Paris Saint-Germain. La semaine passée, j'en ai parlé, il leur manque des latéraux, c'est très évident. Il leur manque aussi ce milieu créateur 8 ou 10 qui pourra vraiment pouvoir relayer avec Neymar, Di Maria et l'attaquant. Donc je suis pas certain, même si voilà, Messi c'est Messi. Et pour répondre à l'autre partie de la question, je pense pas qu'ils seront en mesure de retenir Mbappé. Je pense que sa carrière, son destin s'écrit au Real Madrid notamment. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. C'est une équipe qui, oui, a beaucoup progressé, a beaucoup accompli, et je crois que justement est aussi maintenant capable de faire sans star. Je pense que maintenant, qu'ils arrivent à un statut où on va dire le club, l'écusson va prédominer. Je crois, en tout cas, s'il travaille bien avec Pochettino, il faudra lui laisser du temps, mais je pense que c'est possible. Donc c'est pas plus mal pour le PSG de vendre Mbappé et même Neymar qui apporte beaucoup mais qui en enlève aussi. C'est un joueur qui il est assez particulier à ce chapitre. Attends une minute, celle-là. Là, tu viens de me parler d'un club qui n'a plus nécessairement besoin de superstars. Là, on parle de très, très haut niveau, là, qui se recentre sur l'écusson, dans le fond. Là, je paraphrase, mais sur peut-être l'essence du club plutôt que les... Tu es en train de me parler d'un club MLS, puis des joueurs désignés, puis des statuts qu'on avait dans le temps? Non, pas nécessairement, mais je pense qu'il y a un défi pour tous les clubs d'arriver à mettre leur meilleur talent au service du collectif. Il y en a très peu qui peuvent se faire l'impasse, et ces très peu-là sont Messi et CR7 que tu peux mettre quasiment au-dessus. Tous les autres, je pense que si on te demande quelle est la star de Manchester City et quelle est la star de Chelsea, on va avoir peut-être des consensus autour de Bruyne, mais est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est une vedette en tant que telle? Pas certain. À Chelsea, la réponse qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de star, et je pense qu'aujourd'hui, on est capable, d'ailleurs, depuis la nuit des temps, on est capable de réussir à performer sans forcément qu'il y ait ce vedettariat qui parfois est créé pour d'autres raisons, pour des raisons commerciales, pour des raisons de prestige individuel, et que je peux te dire que pendant très longtemps, même Lewandowski n'était même pas considéré comme une star. Quand on a commencé à voir que son CV était celui d'un ballon d'or potentiel, on a voulu monter un peu le Bayern comme si c'était un club
pour Lewandowski, alors que globalement c'est un très bon collectif. Donc non, je pense que le PSG est un peu anachronique. C'est un peu sur ce côté-là. On a pu le voir avec la faillite d'Eden Hazard au Real Madrid, où il y a encore ces Roland de Galactique. Mais non, il faut sûrement passer à un autre chapitre et ça correspondrait bien justement à tourner la page, une vente de ces joueurs. Tu parles de Galactique, justement. Je pensais au LA Galaxy tout à l'heure quand tu me parlais de ça, mais c'est correct, je comprends très bien là où tu voulais en venir. Excellent exemple d'ailleurs pour Robert Lewandowski au passage. On y va avec une deuxième question. Un autre, David Perrault, celui-là nous demande Jean, les Glazers à Manchester United, avec les événements de dimanche dernier, est-ce qu'ils ont une chance de survivre ou pas? Survivre, c'est eux qui décident, là, mais à quelque part, c'est est-ce qu'ils vont finir par céder puis dire on en a trop avec ça? Juste pour remettre en contexte, des gens qui sont allés protester à Old Trafford, on a réussi à rentrer dans le stade, à aller sur la pelouse pour continuer de protester. Ça fait en sorte qu'on a été obligé d'annuler la rencontre qui était prévue à Manchester entre United et Liverpool. Là, à quelque part, c'est pas une chasse aux sorcières, là, mais on sait exactement c'est qui, c'est les Glazers. C'est une chasse aux Glazers. Il y a des gens de Sky qui sont en Floride pendant que Avram Glazer s'en va faire l'épicerie. D'ailleurs, si c'est le cas, là, moi, ça a été la chose qui m'a le plus surpris. Avram Glazer fait son épicerie, mais ça, c'est un autre dossier. On va lui demander, est-ce que tu as des excuses à faire aux partisans? Finalement, lui, il décide de ne pas répondre. Là, la une en Angleterre, c'est Glazer refuse de s'excuser auprès des supporters. Avec tout ça là, qui a explosé, avec la Super League au départ, mais ça remonte à il y a 10 ans. Là. Glazers out, puis on en a parlé au cours des dernières semaines. Les couleurs de Newton Heath, le vert, le jaune, qui représentent les racines d'un club qui est un peu perdu, qui a perdu sa raison d'être, puis qui est rendu très, très, très commercial aux yeux de bien des fans du noyau dur de Manchester United. Est-ce qu'on va arriver au point où ils vont dire, tu sais quoi, faites-moi un chèque, là. C'est un mot, des mots de tête dont j'ai plus besoin. Je vais me concentrer sur mes autres investissements comme les Bucks de Tampa Bay. Écoute, de ce qui a été dit, des quelques mots et quelques communiqués qu'ils ont pu sortir, non. Clairement, ils ont l'air de vouloir s'accrocher. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent en faire un club susceptible d'être encore plus rentable. C'est-à-dire qu'à long terme, l'idée, le gros problème, depuis 15 ans, depuis 2005 et la prise du club, le rachat du club par Glazer, c'est que ça a été fait sur une dette sur le dos du club. OK? Mhm. Et c'est que depuis 15 ans, ce club entretient sa propre dette pour payer les intérêts, pour payer les dividendes d'ailleurs aux dirigeants qui sont entre autres les frères et sœurs Glazer, qui passent relativement mal actuellement. Et donc, il y a clairement un ras-le-bol de la part des supporters qui, eux, de leur côté, c'est commun un petit peu partout. Là, ça atteint vraiment le comble, qui voit le prix des billets complètement passer complètement au plafond, qui voit le produit qu'on leur offre, le produit divertissant qu'on leur offre, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils étaient habitués à avoir, qui voient qu'ils passent vraiment à la toute fin des préoccupations des dirigeants du club, qui viennent en plus leur dire écoutez, on va créer une Super League qui va nous couper complètement du reste du pays et du reste du foot, à part une toute petite coterie. Et au bout du compte, tant pis si vous ne pouvez pas vraiment suivre le club à tous ces matchs, parce que vous allez prendre un abonnement à la télé et puis vous pourrez en gros consommer du Manchester United de toute façon. Donc là, ils disent ok, ça suffit, là, on en a marre. Et d'où ces mouvements qui existent quand même depuis 15 ans, ces mouvements de foule, Mhm. et ces mouvements de désobéissance des supporters. Ça atteint son paroxysme-là. Ça va continuer, je pense, qu'on va voir ce mouvement continuer, et qui d'ailleurs pourrait gagner d'autres clubs. Mais au bout du compte, je ne vois pas les Glazers lâcher pour l'instant, et je les vois plutôt même s'obstiner dans
dans leur projet avec United. Ouais, et si c'est le cas, aïe aïe. Hein, la prochaine fois que le stade est plein et puis que les Glazers se pointent au stade, j'allais dire, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je suis pas certain, je suis curieux. Tiens, on va utiliser ce mot-là à la place. On y va, Sid, maintenant avec une question du Dr Foot qui nous dit il y a des bruits d'intérêt pour les services d'Olivier Renard comme directeur sportif à l'Antwerp en Belgique. Est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton panique tout de suite? D'abord, est-ce que tu penses qu'un départ à court terme, peut-être dans la prochaine année, serait vraiment une possibilité? Je sais que tu n'es pas dans la tête d'Olivier Renard, mais si tu essaies de te poser la question et par la suite, la deuxième, c'est comme club, justement, le bouton panique et je ne veux pas dire est-ce qu'il n'est pas loin, à quel point le bouton panique serait gros? Le bouton panique, il serait gros, là, il prendrait vraiment tout l'écran. Ça, c'est certain, en cas de départ du côté d'Anvers. Mais j'ai l'impression qu'il est bien, Olivier Renard, que son travail est valorisé et qu'il est, je pense, au début un petit peu de ce qu'il veut mettre en place. Je m'explique, on a beaucoup parlé quand même de joueurs à haut potentiel de revente. Et on n'a pas encore eu de fameuse revente qui viendra sanctionner le travail. Une revente va se faire si un joueur performe, évidemment, mais c'est aussi il est bien vendu et peut changer complètement, change déjà le modèle d'affaires du CF Montréal, mais je crois que les prochains millions qui seront collectés grâce à un joueur va faire reconsidérer auprès de tout le monde voilà, qu'est-ce qui est maintenant le CF Montréal version Olivier Renard. Et par rapport à ça, il est pas encore arrivé au bout du projet, donc j'imagine qu'il a cette envie, là c'est plus moi qui me projette, qu'il a cette envie d'aller au bout des choses. Maintenant qu'il soit sur une shortlist, c'est très bien, ça prouve que qu'il travaille bien, qu'il est talentueux. Vaut mieux des joueurs qui soient sollicités, enfin des joueurs, vaut mieux du personnel sportif qui soit sollicité que l'inverse. Donc ça c'est pas ça m'inquiète pas plus, mais je crois que pour la façon dont pour l'instant est bâti le club, n'est pas encore vraiment prêt à un départ d'Olivier Renard. Je dirais peut-être que mon discours changera dans un an et demi, mais là, ce serait quand même dérangeant, oui. Oui, je partage parfaitement ton opinion parce que souviens-toi, qu'est-ce qu'on a utilisé comme argument principal pour annoncer l'arrivée de Renard à Montréal? C'était les grosses signatures, les grosses ventes de joueurs qui ont été faites dans ses clubs précédents et c'était sa carte de visite à quelque part. Donc, sans ce gros transfert-là, moi, je pense que tu as une bien moins belle carte de visite pour la prochaine opération de ta carrière que tu l'aurais en ce moment. Ceci dit, ça va donner des sentiments partagés. Le jour où ce transfert-là se fait, ben, au lendemain, Sid, vas-tu dire « Oh boy, là, le gros transfert est arrivé, ta carte de visite, tu l'as, il faut commencer à être inquiet alors qu'on commence tout juste à récolter? » C'est vrai qu'il y a ce petit goût amer, mais moi, ce qui m'inquiétera, c'est tant qu'il n'y aura pas une structure qui va dépasser Olivier l'homme. Renard. Pour Ouais. l'instant, on voit Vassili Cremanzidis, très bien, mais quels sont les scouts, quel est le système justement de recrutement, quel est le système d'évaluation des joueurs, tant qu'il n'y a pas une structure pérenne qui va au-delà du carré d'adresse d'Olivier Renard, parce que quand même, je veux dire, Björn Janssen de sortir de Corée du Sud ou Hamdi d'Égypte, bon, Torres, l'Amérique du Sud, ça reste quand même dans les cordes du CF Montréal, mais il y a de nombreux transferts qui semblent exclusivement venir d'Olivier Renard. Même Moustapha Kissa, je veux dire, aller chercher comme ça en Ouganda, voilà, c'est là que je serais plutôt inquiet sur cette idée de je parlais de courbe d'apprentissage pour Thierry Henry, tant que j'ai pas le sentiment qu'à l'interne on est capable de passer de façon délicate et tranquille à autre chose, oui, je peux considérer que le bouton panique, on appuie dessus frénétiquement. Mais comme je te dis, peut-être que dans 18 mois, je tiendrai vraiment un autre discours parce que tout aura été mis en place pour compenser un éventuel départ. Là, je veux juste être certain, délicate et discrète, tu parles bien du CF Montréal, là, right?
OK. Non, mais je voulais juste Non, non, être certain. c'est ça, le CF Montréal nouveau. Bon, écoute, moi, j'attends que ça. Puis de toute façon, on est en train de découvrir un nouveau club là, depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais délicat, discret, celle-là, je l'attends. J'ai très, très hâte. On sera en effet ailleurs dans l'histoire de ce club-là. Jean, on termine avec le gros morceau. Question de François Chirichilo qui dit: Qu'est-ce que vous pensez? L'on soupire de la nomination de José Mourinho à la barre de la Roma pour l'année prochaine. Moi, je veux juste résumer ma pensée avec la phrase qui suit. Je peux pas croire que la Roma a sauté dessus aussi vite que ça. Ça me dépasse. C'est délicat et discret, Olivier, c'est ça? Ouais, c'est ça. José Mourinho, lui On y est aussi, en on plein. peut absolument. Non, mais écoute, c'est une bonne question. La Roma, nouveau propriétaire américain aussi, qui ont envie de frapper fort, qui ont envie de se démarquer, qui ont envie de justement, on reste dans cette dynamique dont on parlait là, de nouvel argent qui revient en Serie A. Ça se voit donc avec les 2000 ans. Ça se voit à Naples, ça se voit à la Fiorentina. Ça bouge beaucoup. Donc, il faut frapper des grands coups. On est dans une sorte de nouveau Far West, d'une certaine façon, où il faut vraiment se montrer, où il faut déjà. Il y a cette mentalité-là qui commence à arriver, de réattirer des capitaux, de réattirer l'affection du public d'une façon un peu plus générale. La Serie A a pris un vraiment gros coup après le Calciopoli, après la crise économique, elle a mis énormément de temps à se relever, avec des gros. C'était le meilleur championnat pendant des années. Pendant des années, c'était le championnat qui régulait complètement tout le marché du football, un peu comme la Première Ligue l'est actuellement. Qui est devenu, qui a laissé vraiment filer. La Première Ligue est passée devant, la Liga espagnole est passée devant, la Bundesliga est passée devant. Donc, clairement, qui a laissé tout filer. Donc, il fallait vraiment reprendre les choses en main. La Roma s'inscrit un petit peu dans cette logique-là, avec des nouveaux dirigeants qui veulent vraiment frapper un grand coup. L'année dernière, ils sont allés chercher, en 2020, aller chercher un directeur des opérations qui est portugais, qui est de Benfica, qui a été un intermédiaire essentiel et rapide dans les contacts avec Mourinho. Mourinho cherchait, évidemment, clairement, Mourinho, on en a parlé, ses options au niveau de nouveau club étaient pas mal limitées. Tu sais qu'il ne va pas aller au Bayern. Tu sais que il est. Et avec les récents problèmes qu'il a eu, en tout cas ces récents déboires, que ce soit à Chelsea à la fin, que ce soit à United, que ce soit à Tottenham, c'est un gros risque d'aller chercher Mourinho. C'est clairement un gros risque. Oui, il va attirer des gens. Au-delà du risque, à quoi tu penses? Je veux dire, dans quel scénario ça va bien se passer? Moi, c'est ça. Tu veux l'effet Mourinho. C'est à quoi j'allais arriver. Tu veux l'effet Mourinho. C'est-à-dire que tu capitalises sur le fait qu'il est capable de créer une sorte d'électrochoc, comme il l'a fait à une époque. C'est prendre un gros pari, parce qu'il ne l'a pas vraiment fait ces derniers temps. Mais tu vois qu'à United, il a essayé avec une Coupe de la Ligue, une Europa League. Il y a encore cette mythique il est capable de gagner des trophées. Ça n'a pas été à Tottenham, où il a eu quand même à peine 18 mois pour travailler. Mais il y a encore cette mythique qui existe autour de lui. Et ce concept est capable de unir, même de façon, je dirais, éphémère, mais peut-être ce qu'il faut, unir une sorte de vestiaire derrière lui vers un projet, peut-être une saison, 2 saisons, et that's it, pour relancer. À mon avis, c'est ça. C'est un projet court terme de relance du club pour le garder à un moment essentiel dans le développement, le redéveloppement des clubs en Italie, où il faut être là. Si tu rates le moment là dans les 2-3 ans qui viennent, ce sera plus dur. Ouais, moi, le problème que j'ai avec ça, puis je veux dire, sur papier, ça fonctionne, puis c'est vrai, mais c'est les dommages collatéraux avec lesquels tu es obligé de dealer une fois qu'il est parti. Tu sais, il s'en va, la maison est en feu, puis tu cherches ton trophée de la Ligue Europa à quelque part dans le salon, mais tout est en train de brûler, là. Et là, il faut que tu ailles chercher quelqu'un d'autre pour venir éteindre le feu,
puis rebâtir la maison par la suite. Moi, c'est vraiment l'après, parce que la première saison et demie, là, tout le monde sait comment ça va se passer. Le Mourinho, il va sortir son italien, on va se rappeler qu'il parle toutes les langues, puis il est extraordinaire pour arriver puis donner un nouveau... Ça va fondre, mais c'est le après. Et c'est là que j'ai toutes les misères du monde de comprendre. D'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Là. Est-ce qu'on sait c'est de combien de temps son entente? Son contrat? C'est au moins 2 ans, puisqu'on a appris que Tottenham allait payer les 2 premières années et les 2 dernières années qui restaient à son contrat. Donc, c'est assez fascinant le montage financier qu'il y a. Mais c'est au moins 2 ans de contrat, oui. Effectivement, je n'ai pas le chiffre exact. Les gars, peu importe. Moi, c'est vraiment ça. Tu sais que tu vas être obligé d'appeler Calinette à chaque fois que tu embauches Mourinho parce que tu vas avoir un ménage monumental à faire à son départ. Tu vas peut-être triper pendant 1 an et demi, tu vas peut-être ramasser une coupe de trophées, mais après, tu vas te gratter la tête et tu vas te dire, ouais, peut-être qu'on pensait qu'on était spéciaux et que ça n'allait pas être comme les autres chez nous. Puis finalement, tout le monde se ramasse dans la même situation. Oui, on a réussi à plugger Calinette pour la première fois à Loin de s'en foutre. C'est fait. On remercie José Mourinho. Et je vous remercie, les gars. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Merci, Sid. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous poser vos questions comme vous continuez de le faire. D'ailleurs, on apprécie énormément vos questions sur Twitter, #LDSF. Et merci aussi de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.